Les organisateurs. Bonjour et merci d'être tous présents à cette table ronde, en tout cas déjà une petite salle bien sympathique, pour discuter sur les éditeurs, les livres et les lecteurs. Alors évidemment, on pourrait tout de suite s'interroger sur quel rapport entre trois catégories qui, a priori, ne partagent rien ou pas grand-chose. Mais on va voir que parfois, les trois peuvent se rencontrer, le livre, l'éditeur et le lecteur. On commencera par bien vouloir excuser Mireille Rivalan, qui, comme les mauvais élèves, mais les bonnes éditrices, a un mot d'excuse. Elle a un problème de transport. C'est en général ce que les élèves qui n'arrivent pas régulièrement au cours disent, un problème de transport. Mais en ce moment, vous concéderez que c'est parfois vrai, donc on pardonnera à Mireille Rivalan, dont on aurait quand même aimé avoir le point de vue sur l'édition, parce que d'abord, c'est une maison d'édition historique quand même, du genre en France, c'est une maison d'édition importante. C'est une maison d'édition qui publie pas mal d'auteurs français. Et on aurait aimé avoir le point de vue de Mireille, et si elle nous arrive en cours de débat, ça sera évidemment avec beaucoup de plaisir qu'on l'accueillera. Alors tant pis, de temps en temps, j'interviendrai en relançant le débat pour dire peut-être quelques mots sur la politique éditoriale de La Talente, du moins telle que je la vois aujourd'hui. Deuxième invité, Charlotte Volper, qu'on va dire éditeur à l'américaine un peu, c'est-à-dire qu'elle conseille les éditeurs et surtout les auteurs, elle suit la publication des ouvrages, elle nous expliquera d'ailleurs quel est son métier, parce que c'est peut-être un regard aussi important, à quoi ça sert un éditeur et comment il travaille quand il travaille. Ensuite, Philippe Ward, là c'est une autre encore dimension de l'édition, c'est l'édition passion. C'est l'édition à petit tirage, et parfois on a des surprises, on a des tirages plus importants qu'on ne l'imagine. Et puis c'est un type d'édition qui, par sa structure, il nous en dira quelques mots, je crois, échappe en tout cas à la règle commune, qui est une sorte de logique de rentabilité minimum, qui fait qu'un éditeur en général, qui aurait les chiffres de vente de nos amis, ne pourrait pas poursuivre son travail. Mais la structure qu'ils ont choisie et la conception de l'édition qu'ils ont, ce qui ne les empêche pas, on le verra, de faire des livres de qualité et des livres que les autres ne peuvent pas faire, eh bien tout ça, ça nous donne un autre regard sur l'édition. Et troisième et dernier présent à cette table, on ne le présente plus, comme on dit toujours quand on ne sait pas quoi dire, Stéphane Marsan. Stéphane Marsan qui a été dans un autre monde directeur d'une collection chez un autre éditeur et qui aujourd'hui est l'un des deux dirigeants de Brajlon. La maison d'édition qui a commencé avec 50 000 francs, sur qui peu de gens auraient parié, et qui aujourd'hui est un des poids lourds de l'édition française d'imaginaire, et même au-delà ces derniers temps, puisque d'après nos informations quand même, qu'il va me confirmer, le roman sentimental aura bientôt sa place aussi chez Brajlon, et je suis persuadé qu'ils ont déjà encore quelques idées dont ils ne feront pas part, parce qu'évidemment ce sont des éditeurs qui préparent les choses assez soigneusement, comme chacun le sait. Brajlon qui provoque ce sentiment typiquement français d'amour-haine pour ceux qui réussissent. On en dira un petit mot aussi. Personnellement, vous me permettrez d'aimer tout à la fois Philippe Ward et son travail pointu. Je salue entre autres le fait qu'il ait publié récemment une anthologie que Jean-Claude Dugnac a commis avec moi-même, à tout petit tirage, à toute petite vente. C'est le genre de choses qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs, qu'il s'agit tout simplement d'une publication des meilleurs textes, ou quelques-uns des meilleurs textes francophones de la revue Galaxy. C'est le genre de choses qu'on fait pour se faire plaisir et que l'édition professionnelle ne peut pas faire parce que ça n'est pas rentable, parce que ça ne se vend pas de façon importante, mais qui quand même peut, pour des amateurs, avoir son sens. Voilà, un exemple que personnellement j'ai vécu, et c'est un genre de projet que j'aurais jamais été proposé à Stéphane Marsan, qui ne l'aurait pas publié, il aurait bien eu raison avec la structure éditoriale de son entreprise. Voilà, après cette petite présentation, on va démarrer tout de suite par le poids lourd du secteur, c'est-à-dire Brajlon. Et quels textes attendent les éditeurs aujourd'hui? Alors, peut-être, avant qu'ils ne répondent à cette question, je voudrais juste dire une petite chose encore. Il n'y a pas de recette miracle dans l'édition. Si on savait comment faire des best-sellers, je pense qu'en général, on en ferait tous dans l'édition. En revanche, on sait parfois, et assez souvent même, qu'un livre a peu de chances de faire un best-seller. Par exemple, quand on fait une anthologie, en règle générale, on sait qu'on en vendra relativement peu. Ça peut aller de 2 à 300 exemplaires jusqu'à 2-3 000 maximum. En règle générale, on est plutôt entre 800 et 1200 exemplaires quand on réussit bien son coup.
Voilà. En revanche, on a certains livres pointus dont on sait qu'on fera de la middle list, on fera entre 1 millier et 2000. Et puis après, il y a des petits miracles, comme le livre d'Alain Damasio, pourtant un livre pas évident d'accès, et qui a fait un best-seller. On a des petits miracles comme le recueil de nouvelles de Jaworski, refusé par une maison d'édition que je ne nommerai pas, ce sont des amis aussi qui ne sont pas acceptables, et qui, accepté par un petit éditeur, Les Moutons Électriques, a réussi non seulement à avoir un succès d'estime, mais des ventes correctes et à être publié en poche. Et vous connaissez la suite aujourd'hui. Jean-Philippe Jaworski est un des auteurs qui compte dans le milieu de l'imaginaire, en particulier de la fantaisie. Alors, la question, quels textes attendent les éditeurs aujourd'hui? Brajlon, est-ce que c'est surtout des textes qui se vendent que vous attendez? Bonjour. On n'attend pas des textes qui se vendent, on a besoin de textes qui se vendent pour faire vivre une entreprise et payer de très nombreux salariés, dans notre cas, puisque Brajlon, c'est 57 employés et 200 collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des enjeux, nous avons tous des enjeux différents. Et tous ces enjeux, il n'y a pas de hiérarchie de légitimité ou de valeur entre ces enjeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que l'une des choses qui me permet le mieux d'assumer le fait d'être le directeur de publication d'une boîte comme ça, c'est que de la vache enragée, j'en ai mangé aussi. Je ne me suis pas payé pendant des années avant, etc. Et donc, je sais ce que c'est. J'ai jamais travaillé dans un grand groupe. J'ai toujours été un éditeur indépendant, etc. Et au-delà de mon expérience personnelle, qui en l'occurrence n'a pas beaucoup d'importance, ce que je voudrais dire d'abord par rapport à la présentation que tu as faite des différents acteurs éditoriaux qui sont là, c'est que c'est l'ensemble de cette galaxie, si je peux dire, sans mauvais jeu de mots, cher ami, qui fait que tout le monde peut fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... s'il y avait un seul éditeur ou seulement 2 éditeurs pour un genre comme le nôtre, ce serait complètement absurde et ça ne marcherait pas aussi bien ni pour nous, ni pour la librairie, ni pour la visibilité du genre, etc. etc. Donc la diversité est absolument fondamentale. Un texte qui se vend, on ne le sait pas avant qu'il soit publié. C'est la boutade que je faisais tout à l'heure hors antenne, si je peux dire. Enfin, c'est pas une boutade, c'est la vérité. C'est-à-dire que la veille de la publication de Twilight, les vampires, tout le monde s'en fout. Hein. Ça ne marche pas. Et après la publication de Twilight, je suis pas sûr que les vampires, ça marche. Il y a un effet d'entraînement, mais la question typique, c'est après Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, alors la fantasy, ça a cartonné. Et non, si on avait fait 0,1% des ventes sur nos bouquins de ces ouvrages-là, on serait tous sur un yacht à Hawaï. Bon. Donc absolument pas. Il y a... comme tu dis, il n'y a pas de recette, mais je pense que ce qu'il y a, c'est donc des nécessités et des enjeux liés à qu'est-ce que je fais dans une entreprise commerciale qui est une maison d'édition, de quoi j'ai besoin, quels sont mes objectifs, quelles sont mes visées, qu'est-ce que je peux me permettre. Et ce que tu disais sur une anthologie ou un ouvrage qui n'avait pas vocation à être publié chez l'un ou chez l'autre, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'il faut savoir ce sur quoi on est bon. Il ne faut pas mentir à un auteur, il ne faut pas lui dire votre truc est formidable, on va en vendre plein, alors qu'on sait très bien que si on mesure un peu l'histoire de nos ventes, notre positionnement sur le marché, l'image qu'on a, on sait très bien que ça c'est génial, mais c'est pas pour moi. Et c'est pas nécessairement parce que ça ne se vend pas, parce que ça se vendra sûrement mieux ailleurs. Comparativement, tu cites La Talente ou Philippe ou Le Travail de Charlotte, il y a des ouvrages qui vendent mieux dans une petite maison d'édition que dans une grande maison d'édition. Parce que ça leur correspond mieux. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire parfois on fait des choix en se disant ça c'est exactement pour moi, c'est pleine ligne, c'est du Brajlon, et ça se vote lamentablement chez Brajlon. En fait, ça n'aurait pas dû être chez moi. Bon. Donc, le livre qui est destiné à se vendre, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que notre métier est excitant, et notre métier, comme le cinéma et comme toutes les autres industries culturelles, et la musique, etc., c'est qu'on a toujours des surprises extraordinaires. Quelle que soit la taille des maisons. Mais un deuxième aspect de la question, c'est évidemment d'essayer de tenir compte des tendances, d'essayer de regarder le marché, de se dire on est bien obligé de tenir compte du fait qu'il y a des genres qui marchent mieux que d'autres. Il y a des façons de publier qui ont plus de chances de toucher un plus large public que d'autres. C'est des aspects très techniques
de la rédaction du 4e de couverture à plein d'autres détails qui n'en sont pas, qui peuvent s'avérer absolument fondamentaux. C'est aussi évidemment le contenu, c'est-à-dire que un chef-d'œuvre absolu dans un genre qui aujourd'hui n'a pas de visibilité en librairie et qui globalement n'intéresse pas grand monde, part avec un handicap fondamental, et sa qualité intrinsèque ne pourra pas toucher le public qu'elle aurait dû toucher. En tout cas, c'est extrêmement improbable. Il n'y a pas d'impossibilité, mais c'est extrêmement improbable. Et ça, on est bien obligé de faire avec, parce que sinon, on se tape la tête contre des murs en permanence en faisant Calimero, en disant c'est trop injuste. La science-fiction, ça marche pas beaucoup, c'est trop injuste. Ben, c'est sans doute injuste, mais du coup, il faut bien prendre des décisions par rapport à ça. Et la décision, ça peut être, au contraire, d'en faire beaucoup. Ça peut être d'essayer de relancer la machine, ça peut être de se battre contre un espèce de cercle vicieux qui est ce genre ne marche pas très bien, donc les éditeurs en font moins, forcément, parce qu'ils n'ont pas trop envie d'aller au casse-pipe, donc il y a moins d'ouvrages publiés, donc il y a moins de visibilité en librairie, donc ça se vend moins, et donc il y a moins d'éditeurs qui en font, etc., etc. Et on peut régulièrement essayer d'enrayer ce processus. Mon expérience personnelle, c'est que ça marche quand même pas beaucoup. C'est qu'il y a les genres ont des cycles de vie. Il y a des moments où, pour des raisons sociologiques, culturelles, politiques, la fantasy marche très bien, la science-fiction marche pas très bien. Il y a eu des moments où la science-fiction marchait très bien, le fantastique pas du tout. À la fin des années, dans les années 90, le fantastique et l'horreur se sont écroulés, alors que ça cartonnait dans les années 80. Enfin voilà, et ces cycles, c'est forcément une attitude pragmatique, enfin c'est presque une attitude de biologiste, quoi. Il faut bien regarder comment la vie des genres fonctionne pour prendre des décisions qui soient à la fois les plus pertinentes possibles commercialement, si on veut rester vivant, et également par rapport aux projets personnels qu'on peut avoir. Moi, je vais finir cette petite intervention là-dessus. Une des grandes leçons d'édition qu'on m'a donnée, c'était Bruno Roy, le boss de Fata Morgana, donc vraiment aucun rapport avec notre choucroute, poésie, philosophie, etc. Et Bruno Roy m'avait dit, la plupart des jeunes éditeurs se disent, je vais d'abord faire quelque chose de commercial, et quand j'aurai gagné des sous avec, je ferai quelque chose qui ne se vend pas. Et il m'a dit, c'est pas vrai, il faut faire les deux tout de suite. Il faut faire des choses dont on se dit, ça, il y a des chances que ça marche, et il faut faire aussi des choses dont on se dit, ça, on va en vendre 4. Mesurons nos abattis, ne soyons pas suicidaires, mais il faut le faire aussi. Pourquoi ? Parce que si tu ne le fais pas tout de suite, tu ne le feras jamais. Si tu commences par faire un livre qui est censé marcher et qui marche, tu seras toujours tenté de continuer à faire des livres qui sont censés marcher. Et être éditeur, c'est pas ça.